Le soleil impitoyable de l'après-midi frappait la terre latéritique du village, soulevant des nuages de poussière rouge qui teignaient tout d'ocre. C'était une chaleur humide, lourde, typique du sud-est du Nigeria, celle qui colle à la peau et teste la patience des hommes. Mais Emeka ne la sentait pas. Il avait garé son SUV noir blindé, une machine rutilante climatisée qui valait une fortune à la gosse, à l'entrée du chemin de terre. Le contraste était violent. Le véhicule brillait comme un vaisseau spatial au milieu des toits de tôle rouillés et des étals de marché modestes. Emeka avait marché le reste du chemin, ses chaussures en cuir italien crissant sur les cailloux, son costume bleu nuit absorbant la chaleur. Il s'arrêta devant la petite maison. Les murs en ciment brut étaient fissurés, le toit en zinc gémissait sous le soleil. Des poules picoraient dans la cour. Et elle était là. Nneka. Elle était en train de piler de l'igname dans un mortier usé, le rythme régulier du pilon résonnant comme un battement de cœur. Elle s'arrêta net en le voyant. Le pilon lui échappa presque des mains. Elle portait un râpé délavé noué autour de la taille et un vieux t-shirt, ses pieds nus couverts de poussière rouge. Mais son visage, ce visage hautain et fier, ses pommettes sculptées, cette beauté Igbo qu'il n'avait jamais pu oublier, était intacte, bien que marquée par la fatigue. « Je n'arrive pas à croire que ce soit toi, » dit-elle. Sa voix tremblait, mélange de choc et de colère ancienne. Emeka. 15 ans. 15 saisons des pluies, 15 harmattan. Nneka, je. Emeka tenta de parler, mais sa voix de grand patron de la gosse, habituée à donner des ordres, se brisa ici. Il se sentait petit. Elle le scanna de la tête aux pieds. « Regarde-toi. Big man. Tes chaussures coûtent plus cher que ce village entier. » Elle cracha au sol, juste à côté de ses pieds vernis. « Tu te perds en route pour Abuja ? J'ai conduit 6 heures depuis Lagos, Nneka. Je ne suis pas venue pour me montrer. Je suis venue parce que... » Son regard dériva vers l'intérieur sombre de la maison. 3 paires d'yeux le fixaient depuis l'ombre de la porte. « Des enfants. Que fais-tu ici ? » demanda-t-elle, sa voix durcissant. « Pourquoi maintenant ? Quand j'ai appris à survivre sans toi. Quand le village a cessé de chuchoter ton nom. » Emeka fit un pas en avant, les mains levées en signe de paix. « Je dois te parler. C'est important. » Nneka rit, un son amer et sec. « Important ? Tu sais ce qui était important ? C'était d'envoyer de l'argent quand le paludisme a frappé. C'était d'être là quand le toit a fui pendant la saison des pluies. Tu as juré de revenir dans 3 ans. Je vais construire notre avenir, tu as dit. Tu as construit ton avenir, Emeka. Et tu nous as laissés dans la boue. » Le plus jeune garçon, à peine 5 ans, sortit timidement et s'accrocha au pagne de sa mère, suçant son pouce tout en fixant l'étranger avec terreur. Emeka sentit un nœud dans sa gorge. Il sortit une épaisse enveloppe brune de sa veste. « Je ne suis pas venu les mains vides, » dit-il doucement. « Je suis venu te donner ceci. Et te dire la vérité. » « La vérité ?» Nneka secoua la tête. « La vérité, c'est que tu es un lâche. »« S'il te plaît, Nneka. Juste quelques minutes. Pour les vieux temps. Après, si tu me chasses, je partirai. » Nneka le dévisagea. Elle vit les cheveux gris sur ses tempes, la fatigue dans ses yeux. Elle soupira, un son long et lourd. Elle s'écarta de l'entrée. « Entre. Mais enlève tes chaussures. Je viens de balayer et je ne veux pas de la boue de ta ville chez moi. » Emeka obéit instantanément. Il retira ses chaussures de luxe et entra en chaussettes dans le sanctuaire de celles qu'il avait abandonnées. L'intérieur était propre, mais hurlait la pauvreté. Une odeur de soupe de poisson séché et d'épices flottait dans l'air. Le sol était en ciment lissé. Il y avait quelques chaises en plastique et une table en bois bancal. Les enfants s'étaient regroupés dans un coin. La plus grande, une fille d'environ 12 ans, se tenait devant les garçons comme une lionne. Elle s'appelait Amara. Elle avait les yeux d'Emeka, noirs et perçants, mais ils étaient remplis d'une méfiance glaciale. « Amara, emmène tes frères dehors, » ordonna Nneka en Igbo. « Allez jouer sous le manguier. »« Mais maman, » protesta la fille, ne quittant pas Emeka des yeux. « Maintenant. » Amara prit la main de Shindu et Obina. Avant de sortir, elle lança à Emeka un regard qui disait clairement « Si tu fais pleurer ma mère, tu auras affaire à moi. » Une fois seule, Nneka offrit une chaise à Emeka sans un mot. Elle resta debout, bras croisés. « Ce sont les tiens ?» demanda Emeka, la voix rauque. « Non, je les ai ramassés au marché, » répondit-elle avec sarcasme. « Bien sûr qu'ils sont à moi. » La vie a continué, Emeka. « Qui est le père ?» La question lui brûlait les lèvres. « Ça ne te regarde pas ?» Elle fit une pause, voyant la douleur sur son visage. « Il s'appelait Inde.
Il était Yoruba. Il est venu ici pour travailler sur la route. Il est resté pour moi. Il était bon. Il nous a aimés quand tu nous as oubliés. Il est mort il y a 4 ans. Un accident de camion. Nous n'avons rien reçu de la compagnie. Emeka baissa la tête, honteux. Pendant que Neka pleurait un mari et nourrissait 3 bouches, lui signait des contrats immobiliers à Victoria Island et buvait du champagne. Je suis désolé, murmura-t-il. Garde ta pitié. Dis-moi pourquoi tu es là. Emeka posa l'enveloppe sur la table. Ouvre-la. Neka hésita, puis déchira le papier. Elle en sortit des relevés bancaires. Elle lut les chiffres, et ses yeux s'écarquillèrent. Elle convertit mentalement les dollars en ERA. C'était des milliards. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de m'acheter? C'est de l'argent du sang? Elle jeta les papiers. C'est ton argent, Neka. Légalement. Emeka se pencha en avant. Quand je suis parti travailler pour Chief Adebayo à Lagos, j'ai signé un contrat. Adebayo a insisté pour une clause de protection familiale. 50% de tout ce que je gagnais allait sur un compte bloqué à ton nom. Neka s'effondra sur une chaise. Tu veux dire que, pendant que je vendais des arachides au bord de la route, pendant que Tinde se tuait au travail, j'étais riche? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Hurla-t-elle, frappant la table. Pourquoi tu n'es pas revenu? J'ai essayé. 3 ans après mon départ. Je suis revenu ici. Cria Emeka en retour. Je suis allé voir ta tante, Maman Keshi. Maman Keshi. Neka se figea. Emeka, Maman Keshi détestait ta famille. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a dit que tu étais parti à Enugu, que tu t'étais marié, que tu ne voulais plus jamais voir mon visage. Elle a dit que si je t'aimais, je devais te laisser tranquille. Alors je suis parti. J'ai cru que je respectais ton choix. Elle t'a menti, souffla Neka, les larmes coulant sur ses joues. Maman Keshi. Tinde venait d'arriver dans ma vie. Elle l'aimait bien. Elle pensait que tu allais tout gâcher avec tes rêves de grandeur. Elle ne m'a jamais dit que tu étais venu. Le silence tomba, lourd de 15 ans de malentendus orchestrés par une vieille femme décédée. J'ai cru un mensonge, dit Emeka, dévasté. Et j'ai laissé ma fierté m'empêcher de vérifier. Tu as cru ce qui t'arrangeait, répliqua Neka. C'était plus facile de croire que je t'avais oublié plutôt que de te battre pour moi. Peut-être. Il la regarda. Mais je suis là maintenant. Je veux aider. Je veux connaître les enfants. Neka rit tristement. Tu penses que l'argent répare tout? J'ai perdu notre bébé 2 mois après ton départ, Emeka. J'étais seule. Le monde d'Emeka s'arrêta. Tu étais enceinte quand je suis partie? Oui. Je voulais te le dire, mais tu étais si excitée par la gosse. Je l'ai perdue. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Emeka regarda par la fenêtre. Il vit Amara sous le manguier. Elle avait 12 ans. Il fit le calcul. Tinde est arrivée 3 ans après. Amara avait 12 ans. 15 moins 3 égale 12. Le cœur d'Emeka manqua un battement. La tension dans la pièce monta d'un cran. Emeka se tourna lentement vers Neka. Neka? Sa voix tremblait. Tu as dit que tu avais perdu le bébé. Je l'ai perdu. Tu as dit que Tinde était arrivée 3 ans après mon départ. Amara a 12 ans. Neka détourna le regard, fixant le sol en ciment. Neka, insista-t-il. De qui est Amara? Elle resta silencieuse un long moment. Dehors, on entendait les rires des garçons et la voix autoritaire d'Amara. C'étaient des jumeaux, chuchota Neka finalement. J'étais enceinte de jumeaux quand tu es parti. J'ai perdu le garçon. Mais la fille. Amara, elle s'est accrochée. Elle était minuscule, prématurée. Mais elle a survécu. Emeka tomba à genoux. Il avait une fille. Une fille qu'il regardait jouer dehors. Une fille qui avait ses yeux, son esprit. Amara est ma fille. Oui. Et tu ne m'as rien dit. Comment? Tu avais changé de numéro. Tu avais disparu dans ta tour d'ivoire à Lagos. Et quand Tinde est arrivé, il l'a aimée comme la sienne. Pour Amara, Tinde est son père. Elle l'appelle papa. Elle pleure encore sa mort. Emeka se releva, la colère et le chagrin se mélangeant. Je veux qu'elle sache. J'ai le droit. Je suis son père. Non. Neka se leva aussi, féroce. Tu n'as aucun droit. Le père, c'est celui qui est là quand l'enfant a de la fièvre, pas celui qui envoie un chèque 15 ans plus tard.
Tu ne vas pas détruire son souvenir de Tinde. Je peux lui donner le monde, Neka. Les meilleures écoles à Londres, une vie de rêve. Elle n'a pas besoin de Londres. Elle a besoin de vie. Neka cria presque ce dernier mot. Emeka s'arrêta. Quoi? Neka s'adossa au mur, soudain épuisée. Amara est malade, Emeka. Très malade. Qu'est-ce qu'elle a? Son cœur. Elle est née avec une malformation. Les docteurs à l'hôpital général ont dit qu'il fallait l'opérer, mais ça coûte des millions. Je n'ai pas cet argent. Tinde est mort en essayant de l'économiser. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. Elle n'a plus beaucoup de temps. Peut-être quelques mois. Emeka regarda l'enveloppe sur la table. Les documents bancaires. L'argent qui dormait pendant que sa fille mourait à petit feu. Je vais payer, dit-il d'une voix d'acier. On l'emmène à la gosse. Demain. Les meilleurs spécialistes. Je paierai tout. Si tu fais ça, elle posera des questions. Elle est intelligente. Elle saura que tu n'es pas juste un ami. Je m'en fiche. Sa vie est plus importante que mon secret. On frappa violemment à la porte. Elle s'ouvrit avant que Neka ne puisse répondre. Une femme entra, portant un pagne coloré noué fermement. C'était Chioma, la sœur de Tinde. Elle vivait dans la maison d'à côté. Elle avait tout entendu. Alors c'est toi, dit Chioma en pointant un doigt accusateur vers Emeka. L'homme qui a fui. Je m'appelle Emeka. Je sais qui tu es. Et je sais que tu as de l'argent. Chioma s'approcha, protectrice. Tinde t'a laissé quelque chose. Une lettre. Il m'a fait jurer de te la donner si jamais tu avais l'audace de revenir. Elle sortit une enveloppe froissée de son corsage. Prends-la. Et lis-la. Mais sache une chose, Amara a rendez-vous avec le cardiologue à Enugu demain matin. Neka n'a pas l'argent pour le transport. Si tu es vraiment un homme, tu nous emmènes. Emeka prit la lettre de l'homme mort. Il regarda Neka. Prépare-toi. Demain à l'aube, on part. Je ne laisserai pas ma fille mourir. Neka hocha la tête, vaincu par la nécessité, mais terrifié par les conséquences. Le secret d'Amara était sur le point d'éclater, et avec lui, tout l'équilibre fragile de leur vie. L'aube se levait à peine sur le village, une brume laiteuse s'accrochant aux palmiers et aux toits de tôle. Le chant des coqs se mêlait au ronronnement puissant du moteur du SUV d'Emeka. Il était garé devant la maison, le véhicule ressemblant à une bête sombre et luxueuse prête à bondir. Neka sortit la première, tenant fermement la main d'Amara. La jeune fille portait sa robe du dimanche, un tissu ankara aux motifs bleus et jaunes, un peu délavé mais impeccablement repassé. Elle avait la tête haute, ses tresses serrées, essayant de masquer sa peur derrière un masque de dignité, tout comme sa mère. « Bonjour », dit Emeka en descendant pour ouvrir la portière arrière. La climatisation s'échappa de l'habitacle, un souffle d'air glacé qui contrasta avec la chaleur moite du matin. « Bonjour, monsieur », répondit Amara, polie mais distante. Elle grimpa sur les sièges en cuir beige, ses yeux s'agrandissant légèrement devant le luxe de l'intérieur, mais elle ne dit rien. Chioma, la tante, resta sur le seuil, les bras croisés. « Conduis prudemment, Oga. Tu transportes la vie de mon frère là-dedans. » Emeka hocha la tête gravement. « Je la protégerai comme mes propres yeux. » Le voyage vers Enugu fut long et silencieux. La route était mauvaise, pleine de nids de poules que même les suspensions sophistiquées du SUV peinaient à absorber. Emeka conduisait avec une concentration extrême, évitant les camions-citernes imprudents et les motos Okada qui zigzaguaient. Dans le rétroviseur, il observait Amara. Elle regardait le paysage défiler, la terre rouge, les marchés animés, la brousse verdoyante. « Tu as mal, Amara » demanda-t-il doucement, brisant le silence. Elle croisa son regard dans le miroir. Des yeux noirs, insondables. « Non, monsieur. Juste un peu fatigué. Tu peux m'appeler oncle Emeka. » Elle ne répondit pas. Après un moment, elle demanda « Pourquoi tu nous aides ? Maman dit que tu es un vieil ami, mais je ne t'ai jamais vu. Et les big men de la gosse ne viennent jamais ici pour aider les pauvres sans raison. » Emeka serra le volant. Cet enfant avait l'esprit vif, tranchant comme une machette neuve. « Ta mère m'a aidé, il y a longtemps. Avant que je sois un big man. Quand je n'avais rien. En pays Igbo, on dit qu'on n'oublie jamais celui qui vous a donné de l'eau dans le désert. » Amara sembla réfléchir à cette réponse. Papa Tinde disait que les dettes de gratitude sont les plus lourdes à porter. Le nom de Tinde fit grimacer Emeka intérieurement. Même mort, cet homme occupait tout l'espace. Ton père était un homme sage. Le plus sage,
affirma-t-elle avec fierté. Ils arrivèrent à l'hôpital universitaire d'Enugu, en milieu de matinée. C'était un complexe immense, grouillant de monde, de bruit et d'odeurs de désinfectants mêlés à la sueur. Mais Emeka ne se dirigea pas vers l'entrée générale. Il les conduisit vers l'aile privée, une clinique moderne attachée à l'hôpital, où le carrelage brillait et où le silence régnait. Le docteur Okek, un cardiologue réputé qu'Emeka avait contacté la veille en faisant jouer ses relations, les attendait. C'était un homme imposant, calme, qui inspira immédiatement confiance à Neka. Les examens durèrent des heures. Emeka resta dans la salle d'attente, faisant les 100 pas, son téléphone vibrant sans cesse avec des appels de la gosse qu'il ignorait. Neka était assise, priant à voix basse. Finalement, le docteur Okek les fit entrer dans son bureau, sans Amara. « La situation est critique, madame, dit-il sans préambule. La valve mitrale est gravement endommagée. Le cœur d'Amara est fatigué. Il pompe 2 fois plus pour moitié moins de résultats. Si nous n'intervenons pas, elle fera une défaillance cardiaque irréversible. » Neka étouffa un sanglot dans son pagne. Combien de temps? Sans chirurgie? Quelques semaines. Peut-être un mois avec des médicaments forts. Mais c'est une bombe à retardement. Emeka s'avança, posant ses mains à plat sur le bureau en acajou. Opérez-la. Demain. Ce soir. Peu importe. Je couvre tous les frais. Le docteur regarda Emeka, puis Neka. Il vit la détresse de la mère et la détermination du big man. Je peux programmer l'opération pour après-demain matin. Mais il y a un défi logistique. Lequel? Aboya presque Emeka. Si c'est de l'équipement, je le fais venir par avion. Non, c'est du sang. Amara est du groupe AB négatif. C'est rare, surtout ici. La banque de sang est vide pour ce groupe spécifique. Nous avons besoin de donneurs compatibles sur place en cas d'hémorragie, et vu son état, l'hémorragie est un risque majeur. Neka leva la tête, les yeux rougis. Je suis au positif. Tinde était à. Emeka se redressa. Le destin, ou peut-être les ancêtres, était en train de fermer le piège. Je suis AB négatif, déclara-t-il. Le docteur Okek haussa un sourcil. Il regarda Neka, puis Emeka. La ressemblance physique entre l'homme et la jeune patiente qu'il venait d'examiner était subtile mais présente. Il comprit. C'est très chanceux, dit le docteur avec diplomatie. Un parent direct est souvent le meilleur recours. Neka ferma les yeux. La vérité biologique venait d'être exposée dans ce cabinet stérile. Il n'y avait plus de retour en arrière. Préparez tout, docteur, ordonna Emeka. Prenez mon sang. Prenez tout ce qu'il faut. Sauvez sauvez la petite. Était admise dans une chambre privée confortable, avec la télévision et un lit pour sa mère. Emeka avait pris une chambre dans un hôtel voisin, le Nike Lake Resort, mais il n'y alla pas. Il ne pouvait pas s'éloigner. Il resta dans le couloir de la clinique, assis sur une chaise en plastique dur, regardant la porte de la chambre 304. Neka sortit doucement de la chambre. Elle avait l'air épuisée, vidée. Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance de sécurité. « Elle dort » demanda Emeka. « Oui. Les sédatifs l'ont calmée. » Neka fixa le sol. « Tu vas donner ton sang. »« C'est mon devoir. C'est ma fille. » Elle ne sait pas, Emeka. Elle pense que Tinde est son père. Elle l'aime tellement. Si elle apprend que son vrai père est l'homme qui nous a abandonnés, ça va la briser plus sûrement que son cœur malade. Emeka tourna la tête vers elle. « Et si je meurs demain? Ou si elle ne se réveille pas? Elle a le droit de savoir qui elle est. Elle a le droit de savoir qu'elle vient d'une lignée de guerriers, pas d'un accident. » Tinde n'était pas un accident, siffla Neka. Il était un choix. Le meilleur choix que j'ai jamais fait. Je sais. Et je respecte ça. Mais mon sang va couler dans ses veines demain, Neka. Littéralement. On ne peut pas bâtir une vie sur un mensonge éternel. Attends, supplia-t-elle. Attends qu'elle soit forte. Attends qu'elle soit sauvée. Ne lui impose pas ce choc avant l'opération. Son cœur est trop faible pour supporter une telle émotion. Emeka réfléchit. Elle avait raison. Le stress pouvait la tuer avant même que le scalpel ne touche sa peau. D'accord. Je ne dirai rien avant l'opération. Mais dès qu'elle est hors de danger, je lui dirai. Neka hocha la tête, résignée. D'accord. Elle se leva pour retourner dans la chambre, mais s'arrêta. Emeka? Oui. Merci. Pour l'hôpital. Pour le sang.
Je te déteste encore pour ce que tu as fait il y a 15 ans, mais ce soir, merci. Elle disparut derrière la porte blanche. Emeka resta seul. Il sortit de sa poche intérieure l'enveloppe froissée que Chioma lui avait donnée au village. La lettre de Tinde. L'homme mort qui avait élevé sa fille. Il avait peur de l'ouvrir. Il avait peur des mots d'outre-tombe. Mais il devait savoir ce que cet homme avait à lui dire. Il déchira l'enveloppe avec des mains tremblantes. La lettre était écrite sur une page arrachée d'un cahier d'écolier, avec une écriture soignée mais simple. Emeka déplia le papier sous la lumière crue du néon du couloir. Emeka, si tu lis ceci, c'est que tu es revenu. Chioma m'a promis qu'elle ne te donnerait cette lettre que si tu montrais ton visage et tes remords. Je ne te connais pas, mais je connais ton fantôme. J'ai vécu avec lui pendant 12 ans. Je l'ai vu dans les yeux tristes de Neka, quand elle pensait que personne ne la regardait. Je l'ai vu dans les traits d'Amara qui te ressemblent de plus en plus chaque jour. Je t'écris parce qu'il y a un secret que Neka emportera dans sa tombe si je ne parle pas. Un secret lourd, trop lourd. Tu sais sans doute qu'elle était enceinte quand tu es parti. Tu sais qu'elle a perdu l'un des jumeaux. Ce qu'elle ne te dira jamais, c'est comment c'est arrivé. 2 semaines après ton départ, elle a reçu une lettre. Une lettre venant de Lagos, avec ton écriture. Elle disait que tu avais trouvé une autre femme, une femme de la ville, et que tu ne voulais plus de la fille du village. Elle disait d'oublier ton nom. Ce jour-là, Neka a perdu la tête. La douleur était trop forte. Elle a pris une bouteille de sniper, insecticide. Elle en a bu une gorgée avant que sa voisine ne la trouve et ne lui arrache la bouteille des mains. On l'a emmenée au dispensaire. Ils l'ont sauvée. Mais le poison et le stress ont tué le garçon. Le jumeau mâle. Il est mort dans son ventre. Amara a survécu. C'est une battante. Mais Neka vit avec la certitude qu'elle a tué son fils. Elle porte cette culpabilité comme une croix. Elle pense qu'elle est maudite. Je l'ai aimée de toutes mes forces pour essayer d'effacer cette lettre de sa mémoire. J'ai aimé Amara comme mon propre sang pour qu'elle n'ait jamais à se demander pourquoi son vrai père ne voulait pas d'elle. Si tu es là, Emeka, sache ceci, tu ne marches pas seulement sur des souvenirs brisés, tu marches sur des cendres. Si tu lui fais encore du mal, si tu joues avec eux avant de repartir dans ton palais doré à Lagos, que les dieux te punissent. Amara est un trésor. Ne le gâche pas une deuxième fois. Tinde. Emeka lâcha la lettre. Elle glissa sur le sol carrelé. Il se sentit nauséeux. L'air semblait manquer dans le couloir. Une lettre. Il n'avait jamais écrit de lettre de rupture. Il n'avait jamais eu d'autre femme à l'époque. Mais Neka avait reçu une lettre. Et à cause de ce mensonge, elle avait bu du poison. Elle avait voulu mourir. Et leur fils, son fils, était mort de désespoir. « Oh mon Dieu !» murmura Emeka, portant ses mains à son visage. « J'ai tué mon fils. » Pas directement, mais son ambition, son départ, et ce mystérieux mensonge avaient armé la main de Neka. Il se leva, chancelant, et courut vers les toilettes les plus proches pour vomir. Il revoyait le visage de Neka, cette dureté, cette froideur. Ce n'était pas juste de la colère. C'était de la survie. Elle avait survécu à l'impensable. Il se lava le visage à l'eau froide, fixant son reflet dans le miroir. Il voyait un homme riche, puissant, respecté. Mais le miroir lui renvoyait l'image d'un destructeur. Il retourna dans le couloir, ramassa la lettre et la rangea précieusement. Il s'approcha de la porte de la chambre 304 et l'ouvrit doucement. Dans la pénombre, Neka dormait sur le fauteuil, la tête posée sur le bord du lit d'Amara. Sa main tenait celle de sa fille. Emeka entra sans faire de bruit. Il s'agenouilla à côté d'elle. Il regarda Amara, si paisible avant la tempête de l'opération. Puis il regarda Neka. Il voulait la réveiller, lui dire qu'il n'avait jamais écrit cette lettre, lui dire qu'il l'aimait encore, lui demander pardon pour le fils qu'il n'avait jamais eu. Mais ce n'était pas le moment. « Je vais réparer ça », chuchota-t-il dans le silence de la chambre, une promesse faite aux ancêtres et aux fantômes de Tinde. « Je vais trouver qui a envoyé cette lettre. Et je vais passer le reste de ma vie à vous protéger. » Il s'assit par terre, le dos contre le mur, montant la garde comme une sentinelle pénitente, attendant que le soleil se lève sur le jour qui déciderait de la vie ou de la mort de sa fille. Le soleil était haut dans le ciel dénugu, brûlant à travers les vitres teintées de la clinique privée. L'air conditionné bourdonnait, un contraste saisissant avec la chaleur étouffante de l'extérieur. Dans la chambre 304, le moment était venu. 2 infirmières entrèrent avec un brancard. Amara était assise sur le bord du lit, ses pieds ne touchant pas le sol. Elle portait une blouse d'hôpital bleue qui la rendait encore plus petite, plus fragile.
C'est l'heure, ma fille, dit Neka, sa voix étranglée par l'émotion. Elle ajusta les tresses d'Amara, un geste maternel automatique. Chukwu, Dieu, est avec toi. Emeka s'avança. Il avait promis de ne rien dire sur sa paternité avant l'opération, mais il sentait le besoin impérieux de lui parler. Il s'accroupit devant elle. Amara, dit-il, sa voix grave remplissant l'espace. Tu es une fille forte. Une fille Igbo. Le sang des guerriers coule en toi. N'aie pas peur. Amara le fixa avec ses grands yeux sombres. Maman dit que tu vas donner ton sang pour moi. Oui. Pourquoi? Tu es un Oga, grand patron. Les Ogas ne donnent pas leur sang pour rien. Emeka sourit tristement. Parfois, le sang appelle le sang, Amara. Je te le donne parce que tu en as besoin, et parce que je te dois bien plus que ça. Elle sembla vouloir poser une autre question, mais les infirmières commencèrent à pousser le brancard. No, NWM, désolé, courage, mon enfant, murmura Neka en embrassant le front de sa fille. Les portes battantes du bloc opératoire se refermèrent, avalant la petite fille. Neka s'effondra sur une chaise dans le couloir, sortant son chapelet. Ave Maria, gratia plena. Sa prière se mêlait au bruit lointain d'un générateur qui venait de démarrer, la compagnie d'électricité nationale ayant encore coupé le courant. Les heures passèrent, lourdes et lentes comme du miel noir. Emeka arpentait le couloir, incapable de s'asseoir. Il repensait à la lettre de Tinde. À ce garçon mort in utero à cause d'un mensonge. À Neka buvant du poison. Soudain, la porte du bloc s'ouvrit avec fracas. Le docteur, Okek apparut, son masque chirurgical baissé, le visage perlé de sueur. Neka se leva d'un bond. Docteur. Il y a des complications, dit-il rapidement. La paroi du cœur est plus fine que prévu. Nous avons une hémorragie massive. Elle perd du sang trop vite. Nous avons besoin du donneur. Maintenant. Emeka n'attendit pas. Il retira sa veste de costume d'un geste brusque et la jeta sur une chaise. Je suis prêt. Ils l'emmenèrent dans une salle adjacente au bloc. Pas de protocole lent, pas de douceur. L'urgence dictait chaque geste. On l'allongea, on nettoya son bras, et l'aiguille épaisse pénétra sa veine. Il regarda le tube se remplir d'un liquide rouge sombre. Son sang. Le sang qui avait construit des immeubles à Lagos, le sang qui avait signé des contrats millionnaires. Maintenant, ce sang allait faire la seule chose qui comptait vraiment, essayer de racheter une vie. Prenez tout ce qu'il faut, grogna Emeka, alors qu'il commençait à se sentir étourdi. Ne vous arrêtez pas tant qu'elle n'est pas sauvée. Alors que sa conscience vacillait sous l'effet du prélèvement rapide, Emeka fit une prière silencieuse, la première depuis des années. Si vous êtes là, ancêtre, prenez-moi à sa place. Laissez-la vivre. Le monde revint lentement à Emeka. Il était allongé dans une salle de repos, un verre de jus d'orange et un paquet de biscuits cabins sur la table de chevet. Il se sentait faible, vidé, mais vivant. Il se redressa péniblement. Amara. Une infirmière entra. Elle est en salle de réveil, monsieur. L'opération a réussi. Votre sang a fait la différence. Emeka se précipita, ignorant ses jambes flageolantes. Il trouva Neka collée à la vitre de la salle de réveil, pleurant doucement. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle est vivante, dit-elle sans le regarder. Son cœur bat fort. Le docteur dit qu'elle vivra vieille. Emeka s'approcha. Il vit la petite forme sous les draps, les machines qui bipaient régulièrement. Elle était sauve. Merci, dit Neka. Elle se tourna vers lui. Son regard avait changé. La haine pure avait laissé place à quelque chose de plus complexe. De la fatigue, de la confusion, et peut-être une once de gratitude. Tu as tenu parole. Je ne partirai pas, Neka. Je reste jusqu'à ce qu'elle sorte. 2 jours passèrent. Amara récupérait avec une vitesse surprenante, la résilience de la jeunesse jouant en sa faveur. Le 3e jour, alors qu'elle dormait paisiblement, Neka fit signe à Emeka de sortir dans le couloir. Son visage était grave. Plus grave que lors de l'opération. Il faut qu'on parle, dit-elle en igbo, baissant la voix pour que personne n'entende. Maintenant qu'elle est sauvée, je ne peux plus garder ça pour moi. Le poids est trop lourd. Emeka sentit une sueur froide dans son dos. Quoi encore? La lettre de Tinde disait tout, non? Non. Tinde ne savait pas tout. Ou plutôt, il savait, mais il a choisi de l'accepter. Neka prit une profonde inspiration. Les garçons. Shindu et Obina. Tes fils. Emeka fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont?
Ils ont besoin d'aide pour l'école? Ils ne sont pas de Tinde. Le silence tomba dans le couloir aseptisé. Emeka éclata d'un petit rire nerveux. Neka, ne sois pas ridicule. Je suis partie il y a 15 ans. Shindu a 8 ans. Obina en a 5. À moins que tu ne sois la Vierge Marie, c'est impossible. Tu te souviens, il y a 9 ans? Demanda-t-elle doucement. Emeka se figea. Quoi? Il y a 9 ans. Tu as construit le grand centre commercial à Owerri. C'était dans tous les journaux. L'inauguration. Des souvenirs flous remontèrent à la surface. Owerri, la capitale de l'État voisin. Il y avait passé 2 mois pour superviser un chantier majeur. Une période sombre de sa vie où il buvait trop pour oublier sa solitude. Je suis venu à Owerri, avoua Neka. J'avais entendu dire que tu étais là. Je voulais juste te voir de loin. Juste voir si tu étais heureux. Emeka la regarda, bouche bée. Tu étais là? Tu étais au bar de l'hôtel Concorde. Ivre. Triste. Tu as commencé à pleurer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approchée. Tu m'as regardé, mais tu ne m'as pas reconnu, ou tu as cru que j'étais un rêve. Tu m'as appelé Neka, mon amour. Emeka se souvint d'une nuit. Une nuit chaude, parfumée, une étreinte désespérée qu'il avait mise sur le compte de l'alcool et du délire. Il s'était réveillé seul, pensant avoir rêvé. C'était toi? Souffla-t-il. Je suis partie avant l'aube. J'ai eu honte. Je m'étais juré de ne plus jamais te toucher. Mais cette nuit-là, 9 mois plus tard, Shindu est né. Emeka s'appuya contre le mur, sonné. Et Obina? Il a 5 ans. 4 ans plus tard, tu es revenu pour l'enterrement d'un politicien local. J'ai recommencé. C'était ma faiblesse, Emeka. Je te haïssais le jour, mais mon corps, mon cœur, il se souvenait. Et Tinde. Tinde savait que je partais au marché, dans la grande ville ces jours-là. Il n'a jamais posé de questions. Il a élevé les garçons comme les siens. Il leur a donné son nom. Il les a aimés plus que tu ne pourras jamais le faire. Emeka glissa le long du mur jusqu'à s'accroupir. Il mit sa tête entre ses mains. 3. J'ai 3 enfants. Oui. Et ils portent tous ton visage. Surtout Obina. Si tu regardes bien, c'est ta copie conforme. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que le docteur a fait des tests génétiques complets sur Amara pour trouver la cause de sa maladie. Il m'a dit que c'était héréditaire. J'ai eu peur pour les garçons. Alors j'ai demandé qu'on les teste aussi discrètement. Elle sortit un papier de son pagne. Ils ont le même sang que toi, Emeka. La science ne ment pas. Emeka se releva lentement. Il tremblait. Il n'était pas seulement le père d'une fille malade. Il était le patriarche d'une famille entière qu'il ne connaissait pas. À ce moment précis, l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrit. Chioma en sortit, tenant Shindu et Obina par la main. Ils avaient l'air perdus dans ce grand hôpital. « Oncle Emeka !» cria le petit Obina en le voyant, courant vers lui. Emeka regarda l'enfant qui courait vers lui. Il vit ses propres yeux, son propre sourire. Le petit percuta ses jambes et l'enlaça. « Maman a dit que tu as sauvé Amara. Tu es un super-héros. » Emeka posa une main tremblante sur la tête de l'enfant. Son fils. Il regarda Neka, puis Chioma qui les observait avec un mélange de jugement et de pitié. « Je ne suis pas un héros, » dit Emeka, sa voix brisée par l'émotion. Il s'agenouilla pour être à la hauteur d'Obina et de Shindu qui approchaient timidement. « Je suis juste un homme qui a été perdu très longtemps. Mais je suis rentré. » Il avait 3 enfants à reconquérir. 3 vies à bâtir. Et un fantôme, celui de Tinde, avec qui il allait devoir partager sa paternité pour toujours. Voici la fin de cette saga nigériane, avec les parties 9 et 10. C'est le moment de la confrontation finale, où les masques tombent et où la véritable nature de la richesse est révélée. 1 mois s'était écoulé depuis le retour des Nugu. La vie au village avait repris, mais avec un rythme nouveau. Emeka avait loué une maison modeste près de celle de Neka. Il ne dormait plus à l'hôtel. Chaque matin, il venait aider aux tâches ménagères, maladroit mais déterminé, sous les yeux amusés de Shindu et Obina. Amara, elle, l'observait encore avec réserve, attendant de voir quand le vernis craquerait. Ce dimanche-là, l'air était lourd, annonçant l'harmattan. Un vrombissement puissant déchira le calme du village. Une Mercedes classe G noire, aux vitres teintées impénétrables, remonta l'allée poussiéreuse comme un char d'assaut. Elle s'arrêta devant la concession de Neka. Le chauffeur, en uniforme blanc, sortit pour ouvrir la porte arrière. Une femme en descendit. Elle portait un gelé,
coiffe traditionnelle, majestueux, en tissu damassé or et une robe de dentelle suisse qui valait probablement le prix de toutes les récoltes du village réunies. C'était Madame Obiajli, la mère d'Emeka, la matriarche de fer. Emeka, qui était en train d'aider Neka à écosser des haricots sur le porche, se leva lentement. Son visage se ferma. « Mama ?» Obiajli ajusta ses lunettes de soleil de créateur, regardant autour d'elle avec un dégoût visible, comme si elle venait d'atterrir sur une décharge. « Emeka !» Sa voix était sèche. « Regarde-toi. » Un big man de Lagos, assis par terre comme un paysan. Les ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. « Que fais-tu ici ?» Emeka s'avança, faisant barrage de son corps pour protéger Neka et les enfants qui sortaient la tête par la porte. « Je suis venu te récupérer. » Chif Adebayo s'impatiente pour le contrat de Lekki. « Et j'apprends que tu joues au bon samaritain dans la brousse ?» Neka sortit de l'ombre. Elle essuya ses mains sur son pagne. Elle reconnut la femme qui, 15 ans plus tôt, l'avait regardée comme si elle était invisible lors de leur brève rencontre. « Vous » dit Neka. « Ah, la fille » dit Obiajli sans même la regarder. « Je vois que tu as survécu. Dommage. » « Ne lui parle pas comme ça, » rugit Emeka, faisant sursauter tout le monde. « C'est la mère de mes enfants. » Obiajli éclata d'un rire cruel. « Tes enfants ? Ne sois pas stupide, Emeka. C'est la plus vieille ruse du village. La pauvre fille piège le riche héritier. Ces enfants ne sont pas de toi. »« Les tests ADN le prouvent, Mama » cria Emeka. « Ce sont mes fils. C'est ma fille. Et je reste ici. » Le visage d'Obiajli devint dur comme la pierre. « Tu vas tout perdre. L'héritage de ton père biologique, Chifez, les milliards. Tout. » Neka intervint, confuse. Son père biologique ? Le père d'Emeka est mort quand il était petit. Tu vois, elle ne sait rien, ricana Obiajli. Elle se tourna vers son fils. Tu ne lui as pas dit que l'investisseur qui t'a sorti de la misère il y a 15 ans, Chifez, était ton vrai père. C'est pour ça que je t'ai fait partir. Il voulait un héritier digne de ce nom, pas un mari encombré d'une famille de villageois. Emeka serra les poings. Tu m'as manipulé pour l'argent de Chifez. Tu as détruit ma famille pour des Nera. Je l'ai fait pour toi, hurla-t-elle. Pour que tu sois un roi. Et j'ai dû me salir les mains. Parce que tu étais faible. Tu voulais la faire venir, n'est-ce pas ? Tu voulais lui envoyer des billets d'avion. Neka s'avança, tremblante. Quoi ? Obiajli ouvrit son sac à main en cuir de crocodile. Je savais que tu ne lâcherais pas l'affaire. Alors je t'ai aidé à comprendre ta place. Elle sortit une photocopie d'une lettre. Neka la reconnut instantanément. C'était la lettre. Celle qui avait tué son âme. Neka, oublie-moi. J'ai trouvé une femme de ma classe à Lagos. Ne me cherche plus. Emeka arracha le papier des mains de sa mère. Il le lut, livide. Je n'ai jamais écrit ça. Souffla-t-il. Chukwu, Dieu, je n'ai jamais écrit ça. Je l'ai écrite, avoua Obiajli avec arrogance. J'ai imité ton écriture. J'ai payé un coursier pour la livrer en main propre. C'était nécessaire. Le silence tomba, terrifiant. Nécessaire ? La voix d'Emeka était basse, dangereuse. Maman, à cause de cette lettre, Neka a bu du sniper. Elle a essayé de se tuer. Obiajli recula d'un pas, son assurance vacillant. Quoi ? Elle était enceinte. Et le poison a tué mon fils. Ton petit-fils. Il est mort dans son ventre parce que tu as joué à Dieu avec nos vies. Obiajli porta la main à sa gorge. Je ne savais pas pour l'enfant. Tu as du sang sur les mains, hurla Emeka. Sors d'ici. Sors de ma vie. Je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de l'héritage de Chifez. Garde tout. Tu ne peux pas me chasser, je suis ta mère. Tu n'es pas une mère. Neka est une mère. Elle a protégé ses enfants dans la pauvreté, pendant que tu complotais dans ton palais. Va-t'en avant que je n'oublie que je suis ton fils. Obiajli regarda autour d'elle. Elle vit la haine dans les yeux de Neka, le dégoût dans ceux d'Emeka, et la peur dans ceux des enfants. Pour la première fois de sa vie, son argent ne pouvait rien acheter. Elle remonta dans sa voiture sans un mot. Le moteur rugit et le véhicule fit demi-tour, disparaissant dans un nuage de poussière rouge, emportant avec lui le venin du passé. Emeka se tourna vers Neka. Il tomba à genoux dans la terre rouge, pleurant comme un enfant. « Pardonne-moi. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu te quitter. » Neka s'agenouilla face à lui.
Elle prit son visage entre ses mains. Je te crois, dit-elle doucement. Maintenant, je te crois. Et sous le manguier, devant leurs 3 enfants, ils pleurèrent ensemble, lavant 15 ans de douleur. 6 mois plus tard. La saison des pluies était passée, laissant la terre verte et luxuriante. La petite maison de Neka avait changé. Elle n'était pas devenue un palais de marbre comme ceux de Lagos, mais elle était solide. Emeka n'avait pas engagé d'entreprise. Il avait travaillé lui-même, avec l'aide des jeunes du village qu'il payait généreusement. Ils avaient refait le toit, renforcé les murs, installé des panneaux solaires pour qu'Amara ne manque plus jamais de lumière pour étudier. Emeka avait vendu ses parts dans l'entreprise de Lagos. Il avait gardé assez pour vivre confortablement, mais il avait donné le reste à des orphelinats. Il avait ouvert un petit commerce de matériaux de construction au village. Il n'était plus un big man. Il était juste Papa Shindu. Ce soir-là, ils étaient assis dehors, profitant de la brise fraîche. Shindu et Obina jouaient au football avec un ballon neuf. Amara était assise à côté d'Emeka, un cahier sur les genoux. « Papa » dit-elle. Le cœur d'Emeka fit un bond. Elle l'appelait papa depuis seulement quelques semaines. « Oui, NNE, chérie. J'ai écrit une rédaction pour l'école. Le sujet était « Mon héros ». Emeka sourit humblement. « Tu as écrit sur Tinde ?» Amara hocha la tête. « Oui. J'ai écrit que Tinde m'a appris à marcher. » Elle marqua une pause, fixant ses chaussures. « Et j'ai écrit qu'Emeka m'a appris à voler. » Les yeux d'Emeka s'embuèrent. « Voler ? Oui. Tu es revenu. Tu as donné ton sang. Tu as reconstruit la maison. Tu as chassé la méchante sorcière. » Elle sourit, un vrai sourire d'enfant. « Tinde est mon ange gardien au ciel. Mais toi, tu es mon gardien ici. » Neka sortit de la maison avec un plateau de fruits coupés. Elle s'assit près d'eux. Elle posa sa main sur celle d'Emeka. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle. Emeka regarda ses mains calleuses. Il regarda sa femme, belle et sereine. Il regarda ses fils qui riaient, et sa fille dont le cœur battait fort et régulier grâce à lui. « J'ai couru après l'argent toute ma vie, Neka. Je pensais que c'était ça, être un homme. Avoir des voitures, des montres, des titres. » Il secoua la tête. « J'étais pauvre. Si pauvre. » Il serra la main de sa femme. « Aujourd'hui, je n'ai plus de Mercedes. Je n'ai plus de garde du corps. Mais quand je regarde cette cour, je me sens comme l'homme le plus riche du Nigeria. » Neka sourit et posa sa tête sur son épaule. « Bienvenue à la maison, Emeka. » La nuit tomba sur le village, douce et paisible. Les grillons chantèrent, et quelque part, dans le souffle du vent, on pouvait presque entendre le rire de Tinde, bénissant enfin cette famille recomposée. La leçon. Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans les banques de Lagos ou d'Abuja, mais dans les liens que nous tissons. Emeka a failli tout perdre à cause de l'orgueil et des mensonges d'autrui. N'oubliez jamais, nos conditions y sont permanentes, aucune situation n'est permanente. On peut réparer ce qui est brisé, tant qu'il y a de la vie et de la vérité. Soyez présents pour vos familles, car à la fin, c'est le seul héritage qui compte vraiment. Fin.